Ou je voudrais le formuler ainsi. Cela est utilisé par des gens qui n'ont plus d'arguments, qui n'ont plus de raison pour juger un conflit ou son développement. C'est de cela qu'il s'agit. Le mal est un terme pratique pour les gens qui n'ont plus d'arguments. Ils disent simplement « c'est le méchant ». Ainsi, ils se trouvent dans un espace où aucune attribution cognitive claire n'est plus possible. C'est le problème. Hallo zusammen und willkommen auf Neutrality Studies. Bonjour à tous et bienvenue à Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai pour la deuxième fois avec moi le Dr Helmut Scheben, un journaliste allemand et suisse de longue date, qui a été rédacteur et reporter à la télévision suisse de 1993 à 2012, dont 16 ans au journal télévisé. Le Dr Scheben a récemment publié un merveilleux article, dont le contenu m'a donné envie de faire un épisode depuis longtemps. Il s'agit de l'idée que l'on ne peut ou ne doit être neutre que lorsqu'il n'y a pas de guerre nulle part. C'est une idée stupide, il faut l'admettre, mais il y a des gens qui semblent vraiment le penser. Ils argumentent actuellement en Suisse que la neutralité n'est plus d'actualité lorsqu'il y a un agresseur qu'il faut punir. M. Scheben a déconstruit cet argument et met le doigt sur le point sensible, à savoir qu'au début de la guerre, on ment toujours comme on respire. Darüber wollen wir heute reden. Herr Scheben, willkommen zurück. Ja, guten Morgen. Ja, Monsieur Scheben, bienvenue de retour. Oui, bonjour. C'est intéressant, ce matin, en ouvrant le journal, je lis un commentaire de Joseph Lang, connu sous le nom de Joe Lang en Suisse, un historien qui a été parlementaire suisse, un conseiller national des Verts. Et il écrit encore les mêmes absurdités. À savoir, il écrit, si je peux citer ici, « La neutralité qui traite les agresseurs et les agressés de la même manière est injuste et inéquitable. » C'est ce que disaient les gens qui ont publié ce manifeste récemment. Manifeste pour un 21e siècle. Un grand titre. C'est un non-sens total. Car en tant qu'historien, Joe Lang devrait savoir, s'il passe en revue les 200 ou 300 dernières années de l'histoire, que la première victime de la guerre est la vérité. C'est une banalité que tous les journalistes répètent à chaque guerre. Dans la plupart des guerres dont je me souviens personnellement dans ma vie de journaliste, il est très difficile de déterminer qui est l'agresseur. Ou bien on ment comme on respire. Les véritables intentions des partis en guerre sont obscurcies par la propagande, et c'est là que réside le problème. Bien sûr, c'est là le problème. Mais l'autre problème est aussi que, si nous suivons l'argumentation de M. Joe Lang et des autres qui ont écrit ce manifeste, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Je voudrais juste mentionner brièvement un peu d'autopromotion. Ils ont publié ce manifeste fin mai. Il a exactement la même forme que le manifeste que j'ai rédigé avec Verena Tobler et Wolf Lindner en janvier, pour aller dans l'autre sens. Nous avons tous deux surarrêté des signatures. Notre conception de la neutralité est bien sûr tout à fait différente. On est neutre quand il y a la guerre, et alors on ne regarde pas qui a commencé. Au lieu de cela, on dit en principe « Non, nous ne faisons pas d'accusation. Nous déclarons maintenant notre neutralité et travaillons ensuite avec les partis en guerre, autant que possible. » Cette vision, représentée par cet autre groupe, est tout à fait différente. On est neutre, mais au mieux encore neutre pour l'agressé. On dit déjà qu'on choisit qui est bon et qui est mauvais. On se tient du côté du bien. Cela s'inscrit également dans la tradition de la théorie de la guerre juste. Et le problème est bien sûr qu'on ne peut pas l'appliquer de manière cohérente. C'est ce que tu écris aussi dans ton article. Alors, comment aurait-on fait pendant la guerre en Irak, où il était définitivement clair que les Américains étaient les méchants, les Irakiens étaient les attaqués? Il aurait fallu soutenir les Irakiens.
Aurait-on dû soutenir l'Irak dans ce cas-là? Et ces gens n'ont généralement pas de réponse à cela. Ou bien ils disent qu'on ne peut pas comparer, parce que Saddam Hussein était mauvais, même s'il a été attaqué. C'était un homme mauvais, il devait mourir, et c'était bien qu'il soit mort. Oui, il s'agit aussi fondamentalement du choix des mots, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le mal? Le mal est une catégorie, disons moralement religieuse, qui échappe aux catégories cognitives. Les historiens, les analystes ou toute réflexion rationnelle sur les choses travaillent avec ces catégories. Les personnes qui sont engagées dans les Lumières et qui n'argumentent pas avec des questions religieuses ou de croyances ne peuvent rien faire avec le mal. C'est une catégorie de l'ambiguïté. Au moment où j'introduis le mal dans le jeu, c'est très simple, ou je voudrais le formuler ainsi. Le mal est utilisé par des personnes qui n'ont plus d'argumentation, qui n'ont plus de raison pour juger un conflit ou son développement. Voilà de quoi il s'agit. Le mal est un concept pratique pour les gens qui n'ont plus d'arguments. Ils disent simplement que c'est le mal. Ainsi, ils se trouvent dans un espace où aucune attribution cognitive claire n'est plus possible. C'est le problème. Quand George Bush a attaqué l'Afghanistan, je me souviens très bien qu'il a prononcé un discours à la nation. Il a dit à peu près que l'Amérique avait été attaquée et qu'elle se trouvait dans une lutte monumentale du bien contre le mal. C'est notre combat. C'est précisément là qu'il échappe aux attributions rationnelles. Sans parler du fait que la décision du Conseil de sécurité nationale à l'époque n'était pas de donner carte blanche au gouvernement des États-Unis contre le terrorisme, mais cela ne signifiait pas la guerre. Il aurait dû y avoir une enquête policière normale sur ces événements du 11 septembre. C'était l'idée. Et il aurait dû y avoir une procédure d'extradition en ce qui concerne Oussama Ben Laden. On sait aujourd'hui que les talibans ont même dit « Nous avons Oussama Ben Laden, nous allons aussi l'extrader ». Mais vous devez lancer une procédure d'extradition en bonne et due forme. Et vous devez nous prouver, vous devez nous fournir des preuves qu'Oussama Ben Laden est responsable de cet attentat du 11 septembre. Les Américains ont refusé de le faire et ont simplement dit « Soit vous extradez immédiatement tous les terroristes sans même donner de nom, soit nous attaquons. » Et puis, ils ont attaqué et mené cette guerre. Et cette guerre en Afghanistan est encore une chose. Elle est terrible, mais elle est la mieux soutenue internationalement, même par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est encore le scénario le plus favorable pour les Américains, celui qu'on peut le mieux légitimer. Mais ce qui vient après, donc en 2003, l'attaque contre l'Irak, n'était pas seulement inventée de toutes pièces avec les armes de destruction massive. On sait aujourd'hui qu'à l'époque, il était connu que c'était inventé de toutes pièces, car même les services secrets des États-Unis avaient dit au président qu'il n'y avait très probablement rien. Et nous nous souvenons de Donald Rumsfeld, qui a fait cette déclaration stupide, qui n'est même pas logiquement cohérente. L'absence de preuves n'est pas la même chose que la preuve de l'absence. Une telle chose n'est même pas logiquement possible. Mais cela a été claironné, et ensuite ils ont menti au Conseil de sécurité et à tout le monde. Il n'y avait pas non plus de résolution, donc pas de légitimation pour une intervention, et pourtant ils ont mené cette guerre. À mon avis, la guerre en Irak est à plusieurs niveaux plus illégale en termes de justification que par exemple la guerre de la Russie contre l'Ukraine. La Russie a au moins une ligne d'argumentation, une légitimation que je ne partage pas et que je ne signe pas. Je ne la signe pas. Mais on peut voir comment la Russie dit « Nous reconnaissons les républiques du Donbass comme des États et nous aidons conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies uniquement pour la défense. »
UN-Charta, Artikel 51 helfen nur beim Verteidigen. Das ist das ganze Rational. Und das hat noch nicht C'est toute la rationalité. im Irak. Et cela n'a même pas existé pendant la guerre en Irak. Même cela n'a pas existé. Les gens qui argumentent qu'il faut toujours distinguer entre le bien et le mal, respectivement entre l'attaquant et l'attaqué, comment penses-tu que ces gens argumenteraient en Suisse pour d'autres guerres? Donc en ce moment, dans la guerre d'extermination d'Israël contre Gaza, il est relativement clair qui est la victime et qui est l'attaquant. Et la Suisse n'a imposé aucune sanction. Même en termes de neutralité, les échanges avec Israël continuent. Que penses-tu de la position de ces gens à ce sujet? Was denkst du, wie diese Leute sich dazu stellen würden? Oui, il est frappant que le gouvernement suisse soit très réservé concernant la guerre de Gaza. Ne s'exprime pratiquement pas. Ne s'exprime pas, ne donne pas d'explication, mais accuse sans cesse la Russie de mener une guerre d'agression totalement inexplicable en Ukraine. Je spécule maintenant, mais je pense que les attaques d'artillerie contre la population du Donbass en janvier et février, donc avant l'attaque russe, avaient tellement escaladé que la pression en Russie était très forte, y compris sur Poutine, pour agir. Il faut l'imaginer ainsi. Les médias, la Douma, des fauteurs de troubles comme Prigojine, qui n'est plus en vie maintenant, mais je pense aussi à des gens de l'état-major général et à l'armée, disaient qu'il fallait agir, que Poutine devait agir pour empêcher que tout le Donbass soit rasé. À l'époque, j'ai consulté le site de l'OSCE et il était question de centaines d'explosions d'obus en janvier et février. Parce que l'OSCE était l'organisation externe qui avait mis en place la surveillance dans le Donbass pour surveiller le cessez-le-feu, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Mais en février, l'OSCE a enregistré de nombreuses explosions dans le Donbass. Oui, des centaines. Donc quand j'ai additionné cela sur toute la ligne de front, ça pourrait avoir été jusqu'à 1000 impacts de grenades par jour. Et je pense que la pression, même de l'élite politique, de la Douma et de la part des militaires sur Poutine, était également très grande. Il a rassemblé des troupes à la frontière, mais je ne suis pas sûr que ce n'était pas aussi une dernière possibilité de signaler. Attention, si cela ne s'arrête pas, nous envahirons. Il a ensuite envahi. C'était clairement une erreur. Si j'étais Poutine, je ne l'aurais pas fait. Mais Poutine m'a pas demandé. Donc il y a aussi une certaine logique là-dedans. Les Russes ont dit pendant 30 ans que l'Ukraine est la ligne rouge. Une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est pour nous la ligne rouge. Alors il y aura un grave conflit. Ist für uns die rote Linie, dann kommt es zu einem schweren Konflikt. Ich habe ganz einfach immer wieder die Frage gestellt, wer ist... J'ai tout simplement posé la question à plusieurs reprises. Qui a avancé? Qui menace qui? Qui peut invoquer une menace? Les Russes sont-ils devant la côte ouest, devant Los Angeles? Ou est-ce l'OTAN, l'OTAN dominée par les États-Unis, qui est devant Sébastopol? Cette simple question, si on y répond, donne une certaine compréhension de la situation. Que les Russes se sentent subjectivement menacés ou non, nous ne pouvons absolument pas en juger, et nous n'avons pas à le faire. Mais ils en ont des raisons. Quel chef d'État dans le monde permettrait que sa base navale la plus importante, comme Sébastopol, tombe sous l'influence d'une alliance militaire hostile? Aucun chef d'État dans le monde ne resterait inactif. Donc à mon avis, l'OTAN porte également une grande part de responsabilité dans la situation en Ukraine. Mais nous voulions en fait parler d'autre chose. Non, mais cela va de pair. Et nous pouvons aussi être honnêtes et ouverts en disant qu'on nous reproche d'être des compréhensifs de Poutine et pro-russe, parce que nous avons une compréhension stratégique du côté russe. Expliquer une guerre ou un conflit n'est pas la même chose que de l'excuser. Cela ne signifie pas que nous l'approuvons. Cela signifie que nous essayons de donner un sens à ce schéma d'action-réaction. Nous comprenons la logique appliquée de ce côté.
Nous comprenons également la logique appliquée du côté ukrainien, donc du point de vue de l'ouest de l'Ukraine, qui, lorsqu'ils sont attaqués, doivent bien sûr riposter. Ukrainischer Seite, die dann, wenn sie angegriffen sind, natürlich zurückschießen müssen. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Wir haben auch Verständnis für die Leute im Donbass. Que leur reste-t-il d'autre à faire? Nous comprenons également les gens du Donbass qui ont réagi aux événements de 2014 à Kiev. Nous essayons donc d'analyser ces mécanismes d'action-réaction. Dans ce cadre, et c'est le réalisme dont je pars pour aborder ce qui se passe, nous sommes d'avis que des pays neutres comme la Suisse ou l'Autriche ne devraient pas se ranger moralement d'un côté. Au lieu de cela, ils devraient dire que c'est une tragédie et nous pleurons les deux côtés. Sagen, es ist eine Tragödie und wir weinen für euch beide. Also wir beweinen beide euer Elend, aber wir Alors, nous déplorons la souffrance des deux côtés, mais nous ne nous exposerons pas comme le font l'Allemagne et la France en livrant des armes. Nous ne le ferons pas. Nous devrions également être aussi économes que possible avec les sanctions, et non aussi généreux que possible. Cependant, il y a d'autres opinions en Suisse. Certaines personnes disent que c'est faux. Nous devons montrer notre position morale ici. Hier, au Palais fédéral, j'ai vu les images. Le drapeau ukrainien à côté du drapeau suisse me pose des problèmes. Ja, das macht mir Probleme. Dir wahrscheinlich auch. Ja, selbstverständlich. Oui, bien sûr. Il n'est d'ailleurs pas du tout évident de déterminer immédiatement et de manière si claire l'agresseur dans les différents conflits des 100 dernières années. C'est totalement impossible. Un livre m'est justement venu à l'esprit, écrit par John Quigley, un professeur de droit de l'Ohio. Il s'intitule « The Ruses for War ». Il y énumère, je ne sais combien, certainement 20 pays attaqués par les États-Unis depuis le milieu du siècle dernier. Av is a stray sans castet ur tebrek une était pas du tout clair que les États-Unis étaient impliqués. Durch verdeckte Operationen zum Teil, wo überhaupt nicht klar war, dass die USA da involviert waren. Die haben zum Beispiel in Indonesien in den 50er Jahren Ils ont par exemple engagé des gens en Indonésie dans les années 50, des Chinois, des Américains, des Philippins, des pilotes qui pilotaient des avions pour soutenir un soulèvement en Indonésie. Ils ont bombardé avec des bombardiers et ils ne portaient aucun signe distinctif sur leurs uniformes. Les avions avaient également été repeints de manière à ce qu'on ne puisse pas voir qu'il s'agissait d'avions américains. Il s'agissait de renverser Sukarno, un président qui collaborait avec le Parti communiste. On argumentait que cela représentait un danger pour toute l'Asie si Sukarno incluait les communistes dans sa coalition gouvernementale. Il fallait procéder à un changement de régime. Ensuite, ils ont bombardé là-bas. Un pilote américain a été capturé après s'être écrasé. L'avion a été abattu. Le pilote s'appelait, je crois, Pope ou quelque chose comme ça. Il est devenu clair qu'il s'agissait d'un Américain, d'un pilote américain. La CIA a alors déclaré que ce n'était pas leur homme, mais un mercenaire qui avait participé d'une manière ou d'une autre. Mais la chose était claire. Les Américains tentaient de mener un coup d'État militaire en Indonésie. Cela n'a pas fonctionné à l'époque, mais quelques années plus tard, au milieu des années 60, Sukarno a effectivement été renversé. Cela a conduit peut-être au plus grand massacre de tout le XXe siècle. Plusieurs centaines de milliers de communistes, présumés ou réels, ont été simplement assassinés. Ja, das waren absolut schreckliche Zeiten und das sind kriegsähnliche. Oui, c'étaient des temps absolument horribles. Et ce sont des manœuvres semblables à la guerre. Il y en a des dizaines documentées, comme par exemple le coup d'État orchestré par le MI6 et la CIA en Iran, qui a ramené le Shah en 1953. Ensuite, il y a l'exemple célèbre du Chili avec Augusto Pinochet. Nous savons aujourd'hui que Kissinger a donné son accord pour le renverser avec l'aide de la CIA et de l'armée locale. Il y a des dizaines de cas de ce genre, documentés dans des livres par des universitaires. Nous ne voulons pas dire maintenant que la Suisse doit sanctionner les États-Unis à tous ces moments et choisir un camp.
pour ensuite se nuire à elle-même. Und sich dann selber quasi strangulieren soll. Drum ist doch gerade der Wert der Neutralität. C'est pourquoi la valeur de la neutralité est justement de pouvoir dire « D'accord, ça s'est mal passé, mais je m'en tiens à l'écart maintenant ». Et que l'on inverse cela avec la Russie et ses autres guerres de l'OTAN en disant « Non, 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 donc la neutralité seulement quand nous faisons des saletés, mais pas quand les autres en font. Cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionnera pas. » Das wird nicht funktionieren. Es funktioniert auch nicht auf dem, ich sage mal, Cela ne fonctionne pas non plus sur le plan du droit international. J'essaye toujours de faire comprendre aux gens qu'il s'agit de politique de pouvoir. Bien sûr, il s'agit de politique de pouvoir. Les Russes aussi, lorsqu'ils sont intervenus en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, ont joué avec de fausses cartes. Ils ont toujours dit qu'ils avaient été appelés à l'aide par le gouvernement en place, ce qui n'était pas vrai. Donc il s'agit de politique de pouvoir. Les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, s'occupent de politique de sécurité et elles ont leur zone d'influence. Il est donc très difficile de dire oui, nous voulons maintenant juger moralement, et ceux-ci sont les méchants, et ceux-là sont les bons. Cela me semble comme si quelqu'un disait « Je ne suis pas d'accord avec la gravité et je lutte contre elle ». Ich bin nicht mit der Schwerkraft einverstanden und kämpfe gegen dieselbe. Aber wenn ich die nicht in Betracht ziehe, die Schwerkraft, dann kann ich Mais si je ne prends pas en compte la gravité, alors je peux terriblement tomber sur le nez. C'est le point. Il ne sert à rien de toujours invoquer le droit international lorsqu'il s'agit de pure politique de pouvoir. Et le fait que les États-Unis, la Russie et la Chine veuillent une politique de sécurité qui repose sur la prévention de l'approche du soi-disant ennemi à leurs frontières ou de l'installation de rampes de lancement de missiles nucléaires à leurs frontières, c'est simplement un fait qu'il faut prendre en compte. Il n'y a absolument aucun sens à argumenter moralement là-bas, car en fin de compte, il ne s'agit ni de morale, ni de droit international, mais de cette politique de pouvoir brutale. Mais nous devons en tenir compte. C'est mon... Je suis absolument d'accord avec toi. Le point est que cet argument moral est généralement avancé par ceux qui préfèrent la guerre comme solution au conflit. Ceux qui disent « nous devons maintenant tirer ». M. Stoltenberg dit littéralement « les armes sont le chemin vers la paix ». Ils veulent la paix, mais ils veulent l'établir par leurs forces armées et par la guerre en Ukraine. Et ce, de la manière dont ils l'imaginent. Repousser la Russie, intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, rendre la Crimée à l'Ukraine. C'est leur vision de la paix. Les Russes ont manifestement une autre vision et sont manifestement aussi disposés et capables de faire la guerre pour cela. Et maintenant, nous n'avons plus de voie médiane. Und jetzt haben wir keinen Zwischengrund mehr. Also es gibt nichts mehr dazwischen. Und das Schlimme, was wir ja gelernt haben, il n'y a plus rien entre les deux. Et ce qui est terrible, ce que nous avons appris, c'est que la solution évidente à ce conflit était la neutralité de l'Ukraine. Et nous savons maintenant, après 2 ans, que cette solution n'a pas été rendue impossible par la Russie, mais par l'Occident. Nous le savons aujourd'hui avec une certitude absolue, car les Ukrainiens l'ont dit. Les principaux négociateurs ont dit qu'en avril, nous avions pratiquement une solution qui était super pour nous et elle n'a pas été retenue. Les Russes ont dit nous avions une solution, les Ukrainiens se sont enfuis. Et Boris Johnson a également dit oui, nous leur avons dit de continuer à se battre. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen weiterkämpfen. Es ist absolut klar, dass dieser Lösungsansatz... Il est absolument clair que cette approche de solution a été rendue impossible. Et nous avons le même problème en Suisse. La neutralité ne s'intègre évidemment pas dans ce mécanisme de pression voulu par l'Occident. C'est pourquoi on essaie, même en Suisse, de maintenir la neutralité aussi faible ou aussi basse que possible. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons en Suisse des gens qui soutiennent cet argument. Ils seraient heureux si nous abandonnions la neutralité, comme l'un des auteurs de cet autre appel, M. Cotier. Pas M. Joriot, M. Cotier, qui a également dit qu'il fallait surmonter la neutralité. Der hat auch gesagt, das muss man eigentlich überwinden, die Neutralität. Ja,
Oui, on travaille beaucoup avec de fausses affirmations. Celles-ci sont diffusées parmi le peuple, et les journaux les reprennent sans poser de questions critiques. J'ai entendu hier soir au journal télévisé, je crois que c'était la chef du groupe parlementaire du PS, à propos de cette soi-disant conférence de paix qui se tient actuellement au Bürgenstock. Si les Russes refusent d'y participer, alors il faut le faire sans les Russes. C'est dans ce sens qu'elle s'est exprimée. Ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement un mensonge. Poutine a dit au moins 3 ou 4 fois au cours des derniers mois qu'il était prêt à négocier. Mais pas pour des négociations dictées par la partie ukrainienne, c'est-à-dire par Zelensky, et qui se déroulent à Bürgenstock. Ensuite, on célèbre une conférence de paix où l'une des parties belligérantes n'est pas invitée. C'est de la pure folie. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide de toute ma vie. Mais on vend cela comme si c'était déjà le premier pas vers la paix. J'ai l'horrible impression qu'en ce moment, cela ne mène pas à une conclusion de paix. Les Américains et aussi les alliés européens ne veulent pas la paix, mais continuer la guerre en Ukraine. Par hasard, j'ai vu hier un article qui parlait de zufällig gestern einen Artikel gesehen, wieder von Dan Altman heißt er, glaube Dan Altman, je crois, un professeur aux États-Unis, à l'université de Géorgie, je crois. Dans Foreign Affairs, il dit que nous devons faire comprendre aux Russes que nous sommes prêts à continuer cette guerre pendant 7 ou 8 ans, afin que les Russes n'aient même pas l'idée que nous ne serions pas capables de continuer à nous battre. C'est tout simplement terrible. Il argumente que nous ne devons en aucun cas donner aux Russes l'impression que nous voulons céder ou que nous sommes prêts à négocier. Nous devons faire comprendre aux Russes que nous continuerons cette guerre pendant des années. Ce n'est qu'alors que le Russe, car dès que nous signalons aux Russes que nous pourrions vouloir des négociations de paix, le Russe est confirmé dans son idée que l'Occident est trop faible et ne tiendra pas longtemps. In seiner Idee, dass der Westen zu schwach ist und nicht mehr lange durchhält. Das ist also diese Ideologie, wir müssen weiter. C'est donc cette idéologie. Nous devons continuer à nous battre pour montrer de la force à l'adversaire à la table des négociations. Je fais référence au Vietnam. C'est le meilleur exemple. Barbara Tuchman a expliqué en détail dans son livre The March of Folly comment les États-Unis ont poursuivi cette guerre du Vietnam pendant des années contre leurs propres intérêts, bien que même les hauts responsables militaires aient vu qu'ils ne pourraient jamais gagner cette guerre. Mais elle a été poursuivie parce qu'aucune perte de face n'était permise. The March of Folly est une folie. Il en a été de même dans d'autres guerres. La guerre de 20 ans en Afghanistan est exactement le même exemple. Oui, absolument. Ce sont ces gens qui sont alors au pouvoir. Et je les appelle cette élite dirigeante néoconservatrice. Blinken en fait partie, et Madame Nuland en fait partie, et ainsi de suite. Ces gens considèrent la violence comme un moyen de résolution et en sont heureux. Ils rejettent profondément toute forme de véritable diplomatie. Ils disent non, il ne faut pas essayer de résoudre cela diplomatiquement maintenant, car cela montrerait de la faiblesse. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que ce sont les gens qui justifient leurs propres opinions sanguinaires et très belliqueuses par la morale. La morale l'exige. Ansichten über Moral rechtfertigen. Die Moral gebietet es. Und deshalb ist dann eben auch Neutralität unmoral. Et c'est pourquoi la neutralité est alors immorale, car celui qui n'est pas du côté du bien est du côté du mal, et le monde est noir et blanc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, en ce moment, beaucoup de gens croient à ces absurdités. Ils ont bu cette potion et sont d'accord avec cela. Ils ont presque honte et disent qu'on a honte en Suisse de ne pas aider davantage l'Ukraine, de ne pas s'engager clairement, de ne pas montrer ses couleurs. Ce qui me fascine, c'est que se passe-t-il dans la tête de ces gens? Ce sont des gens intelligents, vraiment des historiens intelligents, des spécialistes du droit international et des politiciens,
qui ont avalé ce récit. Et ils se mettent en colère contre nous quand ils nous entendent parler. Ils deviennent vraiment furieux. Ja, selbstverständlich. Und das Interessante ist, es gibt ja Oui, bien sûr. auch in der Europäischen Et Union ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des pays dans l'Union européenne qui essayent de prendre une position neutre. C'est étonnant. Viktor Orban a récemment parlé lors d'un grand rassemblement à Budapest, où 1 million de personnes ont manifesté leur soutien au gouvernement Orban. Nos médias n'ont absolument pas parlé de ce grand rassemblement. Viktor Orban a dit, et je cite de mémoire, donc un peu approximativement, mais il a dit en tout cas, et je le dis maintenant très lentement pour que cela puisse être compris à Bruxelles, nous n'entrerons pas dans cette guerre. Nous ne nous laisserons pas entraîner en tant que Hongrois, en tant que peuple hongrois, à participer à cette folie. Nous voulons la paix et non la guerre. Et Viktor Orban est depuis des mois dénigré comme un... Viktor Orban wird seit Monaten niedergemacht als ein autoritärer, ja, fast als ein Diktator, was ja... Oui, donc presque comme un dictateur, ce qui est complètement absurde, car il y a eu des élections récemment, et un opposant a obtenu d'emblée presque 20 à 30% des voix. C'est un signe que c'est pas une dictature, mais que la démocratie fonctionne encore, au moins à cet égard. Si un opposant, qui était auparavant assez inconnu, obtient d'emblée 20 ou 30% des voix, alors ça fonctionne encore. Cette campagne de diffamation contre tous ceux qui disent « Arrêtez cette guerre, négociation immédiate, il doit y avoir un cessez-le-feu », ils sont systématiquement discrédités. C'est vraiment terrible maintenant en Allemagne. Quand j'observe les médias allemands, après les élections européennes, tout à coup, tous ceux qui n'ont pas voté pour le gouvernement de coalition ou la CDU-CSU sont des extrémistes de droite. Est-ce que tous sont marqués comme extrémistes de droite? Et parce que nous avons une telle distinction entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, il est dit partout dans la bulle Twitter que les Allemands de l'Est sont encore tous des idiots cachés, haïssant la liberté. Freiheitshassende. Es ist unglaublich. C'est incroyable. La même chose s'est produite en France. La droite a obtenu en France près de 40% des voix. Macron a ensuite déclaré dans son discours, dans lequel il annonçait la dissolution du Parlement, que nous devons maintenant engager ce combat contre la droite. Il a dit que les démagogues avaient obtenu près de 40% des voix. Cela signifie qu'il qualifie tous ces électeurs français, qui représentent ensemble presque la moitié du peuple français, de démagogues. C'est une insulte incroyable. Cela n'a plus rien à voir avec les pratiques démocratiques. Comment est-il possible qu'un président de la République se laisse aller à de telles déclarations? Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, la démocratie en Europe est le plus torpillée par les forces mêmes qui crient haut et fort que nous devons protéger la démocratie. Ils commencent à s'identifier eux-mêmes et leur propre personne à la démocratie. Cela signifie que quiconque n'est pas de mon avis, quiconque ne partage pas ma vision du monde, n'est pas démocratique. Et c'est le problème fondamental de toute pensée autoritaire. Les systèmes de gouvernance autoritaire se sont toujours identifiés à la volonté du peuple. En ce moment, la volonté du peuple est remplacée par la démocratie. La démocratie, c'est moi. La démocratie, c'est moi. Adieu, adieu Europe. Exactement. Adieu l'Europe. Exactement. Et ce que l'on observe en ce moment, c'est une hystérie de guerre qui a également gagné les médias suisses. Je me souviens que récemment, le rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag a écrit une phrase qui m'a semblé incroyable. Il a écrit que nous devrons enfin nous décider. Voulez-vous plus d'AVS? Voulez-vous plus de retraite ou plus d'armement? Là, nous devrons nous décider. Et bien sûr, il faisait référence à ce vote où les citoyens suisses ont voté pour une 13e AVS. Et c'est tellement incroyable ce qui se passe.
das ist so unglaublich, was da läuft. Als ich diesen Satz gelesen habe, wir werden entscheiden müssen. Quand j'ai lu cette phrase, voulons-nous plus d'armement ou plus de retraite, un écho historique m'est immédiatement venu à l'esprit. Voulez-vous du beurre ou des canons? Cette phrase s'impose immédiatement. C'est incroyable de voir comment un enthousiasme pour la guerre est attisé. Et les médias sont bien sûr en première ligne sur tout ce sujet. Le tournant a commencé. Cela signifie que tout ce qui était valable auparavant, la politique de détente, la politique de neutralité, est jeté à la poubelle. Maintenant, nous devons simplement faire la guerre in Nice. Und wir müssen jetzt einfach Krieg führen, wir müssen aufrüsten. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Tu sais, c'est ça le pire. Nous voyons en ce moment en Europe une nouvelle euphorie de guerre. Je dois toujours dire que pendant la Première Guerre mondiale, les images qui m'ont le plus effrayé n'étaient pas les morts dans les tranchées ou le champ de bataille. Les pires images pour moi étaient celles des soldats en Allemagne, en France et en Angleterre, qui souriaient et faisaient signe à la caméra avec des visages joyeux, alors qu'ils montaient dans le train. Ils disaient des phrases comme « Noël à Paris » ou « À bientôt sur les Champs-Élysées dans 3 mois ». C'était l'euphorie de la guerre. Il y avait de l'euphorie de la guerre partout, dans toute l'Europe, et la Suisse est incluse. Nous retombons là-dedans. La guerre est soudainement redevenue quelque chose de formidable. Il se passe quelque chose. Oui, il existe une iconographie des images de guerre qui s'est fixée et autonomisée. C'est très intéressant ce que tu mentionnes à propos de la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre en Irak, il y avait exactement les mêmes images qui étaient mises en scène. Je m'en souviens très bien, car je travaillais alors au journal télévisé. Il y avait des images de navires quittant un port en Grande-Bretagne. Je ne me souviens plus de quel port il s'agissait. Les navires étaient pleins de soldats, et les mères avec leurs enfants se tenaient sur le quai et faisaient signe aux soldats. Les soldats répondaient depuis le navire. Il y avait une foule immense et un enthousiasme énorme. Il y avait exactement les mêmes images qui avaient été utilisées pendant la Première Guerre mondiale, réinterprétées lorsqu'il s'agissait de la guerre en Irak. C'est aussi intéressant, j'ai vécu tout cela. Nous savons par l'histoire, au Guatemala, ou disons-le ainsi, Ray McGovern, un homme de la CIA très décoré, m'a dit un jour, la guerre se fait avec des mensonges. La guerre se fait avec des mensonges. Et il dit aussi, la guerre se fait avec des mensonges, et les réfugiés se font avec la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous connaissons tous le complexe militaro-industriel dont Eisenhower parlait déjà. L'industrie de l'armement profite de la guerre. C'est tout à fait clair. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet maintenant, bien que peut-être une toute petite digression. En Ukraine, il s'agit aussi de profit. Ce qui est largement passé sous silence chez nous, ou ce que les médias devraient en fait enquêter, mais ils ne le font pas, c'est que désormais les grandes entreprises agroalimentaires ont acquis tant de terres arables en Ukraine. Cela s'est fait légalement, car les lois ont été modifiées. La superficie correspond à Terres ensembles agricoles de l'Italie. Et derrière ces grandes entreprises se trouvent bien sûr à nouveau les spéculateurs financiers et ainsi de suite. Nous le savons. Je veux juste dire encore une chose. L'Ukraine est le pays sur Terre qui possède le plus de terres noires. Ce sont des sols très riches en humus. Ces sols existent dans toute une ceinture du sud de la Russie jusqu'à l'Ukraine. Mais l'Ukraine est le pays qui possède le plus de terres noires. Aucun autre pays sur Terre n'a autant de terres noires que l'Ukraine. Et bien sûr, les entreprises internationales accèdent déjà à cette région en pleine guerre. C'est un sujet qui n'intéresse tout simplement pas nos médias.
Lindsey Graham, gestern oder vorgestern hat Lindsey Graham in den USA offiziell Lindsey Graham a déclaré hier ou avant-hier aux États-Unis, lors d'une grande interview, qu'il serait insensé de donner tous les minéraux situés dans le Donbass aux Russes. Ces minéraux appartiennent à l'Occident et à l'OTAN, et il serait stupide de les laisser aux Russes. C'est maintenant officiel, ce n'est même pas caché, c'est ce qui est fou. Toutes ces considérations se trouvent sur Internet. Ce n'est pas une théorie du complot. Pourtant, quand il s'agit de ce que nous devons faire maintenant, tout est à nouveau réduit à une opposition entre le bien et le mal. Ensuite, c'est clair, les Russes sont mauvais, les Ukrainiens sont bons, l'Occident est bon, et la neutralité est réservée aux bons. C'est alors la dissolution de tout le concept. Et la Suisse est impliquée, en plein milieu de ce processus de dissolution idéologique, menant à une euphorie de guerre. C'est triste. Auflösungsprozess hin in eine Kriegseuphorie. Das ist das Traurige. Also mir ist, nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, Donc, pour revenir au début de notre conversation, il m'est totalement incompréhensible comment des historiens ou des personnes raisonnablement rationnelles peuvent affirmer que nous devons décider dans une guerre qui est le coupable et qui est la victime, et ensuite, nous devons soutenir le coupable. La neutralité ne doit alors pas nous empêcher d'aider la victime et de fournir des armes pour punir le coupable. C'est une logique d'une telle stupidité et d'une telle illogicité que ça vous coupe simplement le souffle. Diese Logik geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Cette logique remonte à la Seconde Guerre mondiale, où il était si clair qui était le méchant, c'est-à-dire les Allemands, les nazis, et qui avait finalement raison. Je crois que cela a aussi beaucoup à voir avec les sentiments de culpabilité, parce qu'à l'époque, on avait fait tant d'affaires avec les nazis. Cela revient sans cesse. Aussi ce narratif, Poutine et Hitler, tout redevient clair. Cette Seconde Guerre mondiale nous a vraiment extrêmement endommagés, dans le sens où nous devons à nouveau tout diviser en bien et en mal. Gut und böse denken müssen und nicht mehr in Komplexität. Et pas plus en complexité. Oui, comme si c'était si simple. Je demande juste à ces gens, comment voulez-vous déterminer, dans les guerres des 100 dernières années, qui était le bon ou le méchant? Qui était l'attaquant et qui était l'attaqué? Qui était le coupable et qui était la victime? Au Guatemala, lorsque Jacobo Arbenz a été renversé, alors qu'il voulait simplement faire une réforme agraire tout à fait normale, comme l'avaient également proposé des spécialistes américains, il a été renversé par la CIA sous le prétexte qu'il s'agissait de communistes. En Indonésie, à Cuba, lors de l'invasion de la baie des Cochons, une question de pouvoir. Au Vietnam, au Nicaragua. Au Nicaragua, je l'ai vécu moi-même, j'y ai travaillé à cette époque. Au Nicaragua, un gouvernement de gauche était arrivé au pouvoir et les États-Unis ont immédiatement mis en place une troupe contre-révolutionnaire sous couverture qui devait renverser ce gouvernement. C'était de la pure politique de pouvoir. Personne ne s'est indigné. Mais au Panama, en 1989, oui, il fallait faire un changement de régime. On a lancé une opération aéroportée, capturé le général qui ne se conformait pas et l'a détenu jusqu'à la fin de sa vie comme prisonnier dans une prison aux États-Unis. Personne n'a demandé de droit international, personne n'a demandé qui était le coupable et qui était la victime. C'est tout à fait clair. Comment peut-on déterminer qui était le coupable et qui était la victime au Kosovo? On a essayé avec un effort de relations publiques incroyable de montrer que les Serbes étaient les coupables parce qu'ils avaient soi-disant le plan fer à cheval. Ils voulaient expulser ou même exterminer la population du Kosovo. Ce plan fer à cheval s'est révélé par la suite être un faux. Il n'a pas existé sous cette forme. On pourrait montrer la même chose pour presque tous les conflits des 100 dernières années. C'était très difficile, où on a menti, et les véritables motifs ont été cachés.
Es geht ja um Öl, um strategische Korridore. Il s'agit de pétrole, de corridors stratégiques, de ressources naturelles, comme tu l'as très bien dit. Mais la population ne suivrait pas. On a besoin du soutien de la population pour une guerre. Même dans les dictatures, il serait très difficile de mener une guerre si on disait que nous attaquons parce que nous voulons le pétrole ou parce que nous voulons protéger une voie maritime comme au Yémen. Nous devons bombarder là-bas parce que c'est une voie maritime importante par laquelle des millions de tonnes de pétrole sont transportées chaque jour. Cette voie maritime ne doit pas tomber sous le contrôle des Houthis et des Iraniens. Der darf nicht in den Machtbereich der Houthis und der Iraner kommen. Also müssen wir Jemen bombardieren. Dieser Jemenkrieg, der hat schon... Alors, nous devons bombarder le Yémen. Cette guerre au Yémen a déjà causé 400 000 morts parmi la population civile. Où est le coupable et la victime? Pourquoi le gouvernement suisse reste-t-il silencieux? Comment doit-on l'imaginer? Cette folie des gens qui disent que nous devons maintenant désigner les coupables et les victimes, c'est pourquoi nous ne pouvons plus être neutres. Alors qu'ils désignent les coupables et les victimes, je dis toujours. Alors, c'est toujours moi. Dans les guerres des 100 dernières années, les États-Unis seraient très souvent le coupable, si l'on veut. À un moment donné, Helmut, nous devons inviter ces gens à une discussion. Cela sera probablement très difficile. J'ai découvert qu'il est difficile de convaincre ces gens de faire une interview enregistrée. Mais peut-être qu'on y arrivera un jour. Nous devons mener cette discussion. La Suisse est dans la même folie guerrière que le reste de l'Europe, malheureusement. Pour tous les collègues allemands qui nous écoutent, Helmut, je te remercie aussi d'avoir écrit cet article et de nous permettre d'en parler. Oui, j'espère que tu pourras l'utiliser. Je le ferai. Merci et à la prochaine fois, Helmut. Au revoir. Okay, tschüss.